Nous voilà arrivés à la 8e séance et aujourd'hui nous abordons un nouveau chapitre. Il s'agit de la diffusion moléculaire en régime stationnaire. Nous commençons par une première application qui est la diffusion à travers une phase qui sera dite inerte. Alors que veut dire inerte? Ce n'est pas inerte chimiquement, mais ça veut dire que la phase en question ne diffuse pas. En d'autres termes, elle est stagnante. Alors vous trouverez deux synonymes, soit on vous dira une phase inerte, soit c'est une phase stagnante, mais que ceci veut dire, tout ceci veut dire, c'est une substance qui ne va pas diffuser, une substance non diffusante. Il s'agira par conséquent de ce qu'on appellera une diffusion unimoléculaire, et en l'occurrence il s'agira du soluté A que nous allons observer. Donc je vais me prendre quelques hypothèses pour pouvoir mettre en place cette diffusion moléculaire à travers une phase inerte. Je vais donc, comme je l'ai dit, adopter certaines hypothèses. Elles seront au nombre de 5. Première hypothèse, je supposerai, comme je l'ai dit, le régime stationnaire. En d'autres termes, les évolutions temporelles sont identiquement nulles. Je supposerai en deuxième hypothèse que l'écoulement est unidirectionnel, unidimensionnel. Et troisième hypothèse, donc s'il s'agit d'un gaz, on supposera que le gaz est parfait, c'est-à-dire idéal. Et donc la pression totale et la température totale du système resteront constantes et uniformes. Par conséquent, C, qui est égal à P sur RT, restera constante elle aussi. Dans le cas d'un liquide, on dira que la concentration molaire de mélange est constante. Quatrième hypothèse, on considérera pour le cas de cette étude un binaire, AB, tel que le coefficient de diffusion sera noté DAB, et le niveau de liquide dans le tube que je vais considérer va être considéré comme étant constant. Alors cette animation n'est pas arrivée à temps. Unidimensionnel veut dire que mes concentrations s'exprimeront uniquement en fonction d'une seule dimension, une seule variable, z, et unidirectionnel veut dire que la densité de flux s'écoulera suivant uniquement une seule direction, c'est la direction z. Donc je vais reprendre tout ceci dans ce qui va arriver, parce que je vais considérer un tube comme ceci. Alors, je reprends un peu les deux figures présentées par le Ginkgo Bliss dans son ouvrage, excellent ouvrage que je vous mets en référence. Donc il considère en premier lieu, dans la figure 1, l'évaporation d'un soluté très volatile. Il s'agit en l'occurrence du benzène dans de l'air, l'air étant inerte, c'est-à-dire qu'il ne diffuse pas. Ceci est connu pour étant ce qu'on appellera le tube de Stéphane, expérience mise au point en 1879, ce qui correspond également à ce qu'on appellera également la cellule d'Arnold. En fait, la cellule d'Arnold et le tube de Stéphane diffèrent très peu l'un de l'autre. Dans la cellule d'Arnold, il y a un tube qui va surplomber une grande quantité de liquide. En revanche, dans le tube de Stéphane, c'est un peu comme ceci. Vous avez un seul tube qui contient une certaine quantité de liquide. Bien. Donc voici le premier cas, c'est du benzène, très volatile qui va s'évaporer. Et au-dessus du tube, à son extrémité, une grande quantité d'air est soufflée afin de disperser le benzène. Alors j'ai pris le cas où le benzène est quand même présent sous forme de traces au niveau de l'air qui est soufflé. C'est-à-dire que l'air soufflé au-dessus du tube arrive avec une concentration en benzène. J'en reparlerai une fois que dans les dernières diapos, quand j'écrirai les conditions aux limites. Donc voici ma première configuration. Et voici ma seconde configuration. Il s'agit en fait de l'ammoniac présent dans l'air que nous voulons éliminer par absorption dans l'eau. De la même manière, nous dirons que l'air est inerte, c'est-à-dire B est inerte. En d'autres termes, il ne franchit pas l'interface liquide. Dans le cas de la figure 1, l'air ne franchit pas cette interface, l'interface du benzène. Et dans la seconde figure, c'est de l'eau qu'il s'agira. La frontière, c'est de l'eau, la surface libre de l'eau. Donc comme je l'ai dit, le tube de Stéphane diffère de la cellule d'Arnold que par le fait que la cellule d'Arnold présente un grand réservoir d'eau. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Nous remettons un peu les mêmes
notation Z égale à 0, Z égale à L, pour avoir ici dans un film gazeux ce qui va se passer. Donc nous allons tout doucement aller discuter un peu des hypothèses. En premier lieu, il faudrait quand même qu'on essaye de, de clarifier un peu cette histoire de phase inerte. Alors, quand on vous dira que B est inerte, ou bien que la phase B est stagnante, ou alors parfois aussi vous verrez un film stationnaire. Tout ceci veut vous dire que B est inerte, c'est-à-dire en d'autres termes, B est insoluble dans l'eau. B est insoluble dans l'eau dans le cas de la figure 2, ou alors B est insoluble dans le benzène dans le cas de la figure 1. Mais qu'est-ce que tout ceci peut bien vouloir dire? En fait, pour être clair, que se passe-t-il? Lorsqu'une molle de benzène s'évapore, elle va libérer un tout petit espace, tellement petit que lorsque l'air viendra remplacer le volume de benzène, la molle de benzène qui a quitté, c'est tellement petit qu'on pourra négliger le remplacement de la molle de benzène par de l'air, si bien qu'on pourra supposer que l'interface est imperméable à l'air. Voilà ce que ça veut dire globalement. Donc, dans ce qu'on dira, dès qu'il y aura une frontière qui viendra, une extrémité du parcours de diffusion qui sera imperméable au composé B et qui ne pourra pas la traverser, on dira que B est inerte. Que B est inerte. Voilà. Donc on va maintenant aller pour pouvoir observer de plus près les hypothèses. Donc nous avons dit que B était inerte, ceci veut dire que l'interface lui est imperméable, et donc puisque B est insoluble dans A, B est insoluble dans A dans les deux cas, dans le cas du benzène et dans le cas de l'eau, pour la figure 2. Nous allons maintenant discuter d'une deuxième hypothèse. Je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais dans le tube que j'ai considéré, ses dimensions radiales sont très petites. C'est un tube très étroit, un genre de capillaire qui est considéré, et on va voir rapidement pourquoi. Donc nous considérons, je n'ai pas dit oui, dire que B est inerte veut dire aussi que A et B n'interagissent pas. Il n'y a pas de réaction chimique entre A et B. Alors on y va pour voir un peu les dimensions de ce tube. Donc l'évaporation se fait dans un tube étroit, très étroit, et de longueur infinie. Pourquoi on va préciser ces deux choses? C'est pour vous dire tout simplement que la direction qui va être privilégiée, la direction de l'écoulement du benzène, ça sera la direction axiale. Donc je dois prendre un tube très étroit. En d'autres termes, la longueur du tube doit être très très grande par rapport au diamètre du tube, pour privilégier l'écoulement axial de la masse, l'écoulement axial dans la direction axiale, c'est-à-dire Z. Je voudrais donc négliger la diffusion radiale et évidemment tangentielle. Tangentielle qui ne peut avoir lieu que si le milieu était anisotropique. Donc je voudrais en fait privilégier l'écoulement suivant la direction axiale. C'est pour ça que nous avons considéré tout à l'heure que nous avons affaire, c'était l'hypothèse numéro 2, à un écoulement globalement unidirectionnel, c'est-à-dire ne subsistera que NAZ, NAR et NAθ. Je les ai considérés en première approximation comme étant identiquement nuls. Identiquement nuls. Ben, je vais donc maintenant aller répondre aux deux questions qui me sont posées. Déterminons le profil de concentration et la densité de flux de l'espèce diffusante. C'est ce qu'on va s'atteler à faire dans ce qui va venir dans la diapo 122. Donc voilà la procédure que je vais vous présenter. On écrira toujours, comme d'habitude, l'équation de la densité de flux molaire de l'espèce A. Na, c'est égal à JA étoile plus TA étoile. JA étoile plus TA étoile, tel que JA étoile, c'est la densité de flux de diffusion. C'est le terme qui correspond à la diffusion. Et TA étoile, c'est la contribution du mouvement moyen. C'est le terme de transport, la convection massique. Donc exprimons, comme d'habitude, le terme de diffusion par la loi de Fick.
D'abord, écrivons la deuxième équation auquel je vais faire appel, c'est l'équation des bilans. Alors, je vais aujourd'hui faire la démonstration selon les deux méthodes. D'abord par l'équation de bilan, et ensuite on fera par un bilan élémentaire sur une tranche delta z. Cette méthode, je la ferai qu'une seule fois. Ensuite, je ferai toujours, puisque nous l'avons démontré l'année dernière à l'occasion du cours de la mécanique des fluides, nous avons démontré l'équation de continuité que nous avons aujourd'hui, enfin, que nous avons repris à quelques séances et que nous utiliserons dorénavant directement. Alors, que fait-on? Nous avons nos deux équations qu'il faudrait toujours écrire. Celle qui me donne la densité de flux molaire de A, de l'espèce A, diffusante, et l'équation de bilan sur l'espèce A. Voici donc. Ensuite, comme je l'ai dit, écrivons l'expression de la densité de flux molaire de diffusion par le biais de la loi de Fick, ça me donne ceci. Donc, quand je remplace dans la première équation la densité de flux, ça me donne cela. Bien, donc c'est cette équation qu'il faudrait que j'observe attentivement, que je simplifie pour pouvoir exprimer le profil de concentration, ensuite la densité de flux molaire, Na. Alors je vais, dans la prochaine diapositive, je vais reporter les hypothèses de départ pour pouvoir simplifier un tant soit peu cette équation. Donc je vais reprendre les hypothèses de l'écoulement unidirectionnel, unidimensionnel, et le fait que je sois dans un cas binaire. Donc je vais mettre des couleurs pour qu'on puisse s'y retrouver. Voici mes hypothèses. Donc nous supposerons d'abord en premier lieu qu'il n'existe que la diffusion suivant la direction axiale NAZ. En d'autres termes, NAθ et NAR sont identiquement nuls. Comme j'ai précisé, c'est un tube de dimension très petite. En d'autres termes, la longueur du tube, elle, est très grande par rapport au diamètre du tube. Je suppose également, je l'ai dit en hypothèse 2 toujours, que l'écoulement est unidimensionnel. En d'autres termes, les concentrations, quelles qu'elles soient, elles ne dépendront que de Z. Et enfin, je supposerai que j'ai affaire à un binaire, c'est-à-dire A et B. A et B, tel que A est l'espèce diffusante, B est l'espèce inerte, c'est-à-dire celle qui ne diffuse pas. Alors, une fois que j'ai fait tout ceci, je l'ai compris, la projection de mon équation suivant la direction OXI comprendra normalement trois projections, mais comme NAR et NAθ sont identiquement nuls, il ne me restera que la projection suivant NAZ, qui s'écrira comme ceci. NAZ, le seul gradient non nul, c'est dy sur dz, et comme j'ai affaire à un binaire, j'aurai ici NAZ plus NBZ comme ceci. Voilà ce que devient mon équation une fois que j'adopte les hypothèses que je vous ai présentées à gauche. Maintenant, puisque je n'ai qu'une seule direction, ce n'est plus la peine que je m'encombre avec cet indice Z. J'écrirai tout simplement NA et NB, au lieu de NAZ, NBZ, puisqu'il n'y a qu'une seule direction de diffusion, c'est la direction axiale. Alors, je vais reporter ça dans la diapo suivante. Alors, rappelons que B est inerte, c'est-à-dire NB égale à 0 à l'interface. NB égale à 0 à l'interface, nous rappelez-vous, il n'y a aucune molécule de B qui arrive à pénétrer à travers cette interface. Alors, écrivons maintenant le fait que NB soit égal à 0, donc enlevons NB comme ceci. Je vois que NA est au premier membre et dans le deuxième terme du second membre. Mettons-le en facteur, comme ceci, ça me donne 1 moins YA. Ensuite, séparons les variables, mettons dz au premier membre et les dy, cdab au second membre, comme ceci. Je rappelle juste que j'aurais pu travailler avec YB, puisque YA plus YB, c'est égal à 1. Donc j'aurais pu, à l'aide de ça, ici avoir un YB et moins DYA, D de YB, pardon. Donc je peux travailler tantôt avec la première équation si je veux avoir le profil de concentration de A, tantôt avec la seconde équation si c'est le profil de B que je désire obtenir. Je vais reporter ces résultats dans la prochaine diapositive et intégrer. Donc voilà ce que j'obtiens pour l'espèce
si je veux travailler avec l'espèce A ou l'espèce B. Donc je vais faire les deux en même temps. Alors je sépare mes variables et j'intègre, les variables sont séparées. Je vais maintenant aller intégrer. Voilà. Maintenant il y a une interrogation quant à NA, puisque pour le C, la concentration molaire de mélange, et le DAB, rappelez-vous, les hypothèses 3 et l'hypothèse 4 me permettent de considérer que ces derniers sont constants et uniformes, mais aussi indépendants l'un de l'autre. Donc je pourrais les faire sortir de l'intégrale. Quant à NA, c'est le problème. Je ne sais pas, à cette étape de calcul, est-ce que NA est constant ou pas. C'est ce que je vais essayer de faire dans la prochaine diapositive à travers l'application du bilan de masse sur l'espèce A. Donc on y va pour pouvoir démontrer que NA est constant sur toute la longueur du tube. Donc voici ce que ça me donne quoi une fois que je fais sortir le CDAB de l'intégrale, comme ceci. Retenez aussi bien que j'ai intégré de 0 jusqu'à un z quelconque. En z égale à 0, il y correspond YA. En z quelconque, c'est YAZ, pour pouvoir trouver le profil de concentration. Alors j'y vais. Donc pour pouvoir démontrer que NA est constant ou pas, je dois appliquer mon équation de bilan que voici, que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors j'avais considéré, rappelez-vous, que la première hypothèse, c'était que l'écoulement était stationnaire, unidirectionnel et pas de réaction chimique. Mais d'abord écrivons l'équation de continuité, c'est-à-dire l'équation de conservation de la masse de l'espèce A en coordonnées cylindriques. Voici ça me donne quoi? dCA sur dt plus divergence de 1A, ça me donne ceci en coordonnées cylindriques, qui est égal à la réaction chimique. Comme j'ai adopté certaines hypothèses, en particulier le fait que l'écoulement est stationnaire, en d'autres termes les dérivés temporels sont identiquement nuls, j'ai considéré aussi qu'il n'y a pas de NAθ ni NAR puisque l'écoulement est unidirectionnel, et que j'ai considéré également qu'il n'y a pas de réaction chimique, j'aboutis au fait que la dérivée par rapport à z de NaZ égale à 0. Par conséquent, NaZ, c'est-à-dire Na, est constant. NaZ, c'est-à-dire Na est constant. Voilà, j'ai démontré par l'application de l'équation de bilan sur l'espèce A, en appliquant donc l'équation de continuité démontrée l'année dernière, dans le cours de mécanique des fluides que vous pouvez trouver dans ma chaîne, sous l'intitulé de mécanique des fluides parfaits, si mes souvenirs sont bons. Donc je pourrais faire sortir le NA de l'intégrale, et donc j'aurai une intégrale toute simple. Mais je vais exceptionnellement refaire cette démonstration deux fois. Cette démonstration, en TD, on vous la présente d'une autre manière. On va aller faire un bilan. Donc je vais aller vous présenter maintenant le bilan sur une tranche delta Z qui appartient à un certain volume infinitésimal dV, comme ceci. Je vais vous redémontrer que NA est constant sur toute la longueur du tube. Sur toute la longueur du tube, NA est constant. Alors avant d'y aller, cette équation de bilan, je l'ai appliquée pour l'espèce A. Si je l'avais appliquée pour l'espèce B, j'aurais trouvé NB égale à constant. NB est constant, égale à constante. Si NB égale à constante, et comme je sais qu'en Z égale à 0, il n'y a aucune molécule de B qui passe à travers l'interface. Donc NB égale à 0 à l'interface. Par conséquent, puisque NB est constant, NB est nul sur toute l'étendue du tube, sur toute sa longueur. Je répète, par le biais de cette équation de bilan, je pourrais refaire le même topo pour l'espèce B. J'obtiendrai de la même manière, à la fin, NB égale à constante. Bien, cette constante est évidemment unique. Or, on avait dit que nous avons affaire à une espèce non diffusante. En d'autres termes, l'interface ne laissait pas B pénétrer. Elle lui était imperméable. Par conséquent, quel est le nombre de moles de B qui pénètrent l'interface en Z égale à 0? C'est 0. Comme j'ai trouvé la valeur de la constante en Z égale à 0, cette constante étant unique, NB sera nul partout dans le tube, sur toute sa longueur. Bien, ça c'était juste pour vous dire, parce que j'avais dit tout à l'heure, je vais reprendre ça,
C'était pour vous dire que 1D est nul, non pas juste au niveau de l'interface, mais dans tout le tube. Alors, redémontrons d'une manière alternative le fait que 1A se conserve dans toute la longueur du tube. Donc, je vais prendre une équation de bilan, je vais l'appliquer en fait la conservation du nombre de moles. Je vais suivre le nombre de moles par unité de temps, qui va traverser ce petit volume infinitésimal dV. Sachant que dV, ça serait la section droite du tube, S, multipliée par dz. La longueur de cette tranche, c'est dz. Elle est prise, je répète, infinitésimale. Vous allez comprendre rapidement pourquoi j'ai dit un élément différentiel très petit. Donc, écrivons le nombre de moles qui traverse S en Z. Ici, je vais reprendre ce schéma, je vais faire un agrandissement, un zoom ici. Voici ma tranche en 2D. Donc voici, elle a une forme cylindrique, c'est un petit cylindre. J'ai pris les deux côtes en Z et Z plus dz, sachant que ça serait dz. Et je vais, d'abord ça c'est S, pi d2 sur 4, pi fois le diamètre au carré sur 4, ou bien pi r2, si c'est le rayon que vous avez. Et je vais donc déterminer le nombre de moles par unité de temps évidemment, le nombre de moles par unité de temps qui traverse S en Z, ceci. Ah, le nombre de moles par unité de temps qui traverse S en Z, c'est S fois la densité du flux molaire en Z. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est quoi une densité du flux molaire? Une densité de flux molaire, c'est un nombre de moles de l'espèce diffusante A rapporté à la section droite de l'écoulement, rapporté à la section droite qui est traversée par l'écoulement de masse, hein, bien sûr. Hein. L'écoulement, rapporté au temps, divisé par unité de temps également. Donc en fait, on retrouve bien des moles par seconde. Le nombre de moles par unité de temps, par seconde, qui traverse Z. Refaisons ce même calcul au niveau de la cote Z plus dz. Quel est le nombre de moles de A qui repasse par Z plus dz? On recalcule, on trouve ceci. En Z plus dz, ça serait toujours la même section droite, n'a pas changé, les dimensions sont les mêmes, c'est un tube de dimension constante. C'est S, la section droite du tube, multiplié par la densité du flux molaire en Z à la cote Z plus dz. Maintenant, calculons la variation du nombre de moles entre Z et Z plus dz. La variation, c'est dW. C'est dW. Donc, je vais faire la quantité que j'ai trouvée en Z plus dz moins la quantité que j'ai trouvée en Z. Je trouve ceci. À présent, puisque j'avais précisé tout dès le début qu'il s'agissait d'un élément de volume infinitésimal, très petit, de dimension très petite, si bien que les cotes Z et Z plus dz sont infiniment voisines l'une de l'autre. Elles sont infiniment voisines l'une de l'autre. Donc je vais effectuer un développement en série de la fonction NA en Z plus dz. Ça me donnera NA en Z plus d de NA dz et je m'arrête à l'ordre 1. Pourquoi? Parce que si dz est très petit, dz2 sera encore beaucoup plus petit, dz3 également, encore beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça que j'avais dit que je prenais un élément de volume infinitésimal très petit pour pouvoir négliger les développements du deuxième, troisième jusqu'au énième ordre. Donc il me reste ceci. Je me rends compte que la différence des deux me donnera ceci fois z. J'aboutis à la variation de mol dW, c'est S multiplié par d de 1A sur dz. Maintenant, divisons dW par le volume infinitésimal dV, c'est-à-dire SdZ. J'obtiens ça. Bien, je suis arrivé presque à la fin. Donc quand je suis passé de Z jusqu'à Z plus dz, il n'y a pas eu d'accumulation, puisque l'écoulement est stationnaire, et il n'y a pas eu de génération, puisqu'il n'y a pas de réaction chimique. Ce qui veut dire que, en fait, la variation du nombre de moles entre ces deux cotes, elle est égale à 0. Elle est égale à 0. Si elle est égale à 0, ça veut dire que NaZ va être égal à une constante. Voilà la démonstration rapide qui me permet d'avoir la conservation du nombre de moles dans tout le tube et qui reste constante. Donc il y a une autre méthode plus rapide mais que je n'apprécie pas particulièrement.
c'est la suivante. Moi, je préfère me dire que nous avons affaire à un élément de volume infinitésimal et que le développement en série de la fonction s'arrête à l'ordre 1. Il y a une deuxième méthode, comme je vous dis, que je n'apprécie pas particulièrement, mais que je présenterai quand même, la voici. Donc il s'agit de la même manière, faire un bilan sur une tranche des Z de section droite S, comme d'habitude, comme j'ai fait. Et donc, puisque dans mon bilan, entrée plus génération égale à sortie plus accumulation, il n'y a pas de génération, il n'y a pas d'accumulation, écoulement stationnaire. Donc, ce qu'il y a, donc je vais faire mon bilan sur ce film. Le film, c'est quoi? C'est tout le film gazeux qui surplombe l'interface. C'est ce qu'il y a entre l'interface et l'extrémité du tube. Donc, globalement, nous le voyons, la quantité en S, c'est-à-dire le nombre de moles par unité de temps en Z égale à 0, elle se conserve même en Z égale à L. Si je divise mon équation par S delta T, par S delta T, et la simplification de S, si je prends maintenant la limite de ce qui reste en faisant tendre delta Z vers 0, ben je tombe sur la limite, pardon, je tombe sur la dérivée. Et comme la dérivée, elle est égale à 0, puisqu'il n'y a pas eu, comme on l'a dit, il n'y a pas eu de production, donc pas de génération, parce qu'il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a pas eu d'accumulation, on trouve de la même manière que NaZ, c'est-à-dire Na est constant, ne dépend pas de Z. Voilà une seconde manière pour démontrer que NaZ est égal à constante. Bien voilà, je repars rapidement à la diapo d'avant pour vous montrer où est-ce que j'étais arrivé, puisque maintenant j'ai fait tout ceci pour extraire Na de l'intégrale et pouvoir intégrer. Là, je vais avoir une simple intégrale de dz, et ici, on va partir pour voir ça va donner quoi. Donc, je vous ai présenté de deux manières, je ne le ferai plus jamais. À chaque fois que j'aurai besoin de faire un bilan, j'ai créé l'équation de bilan en coordonnées cartésiennes, s'il s'agit d'une géométrie cartésienne, ou en coordonnées cylindriques ou sphériques, s'il s'agit de géométrie cylindrique ou sphérique respectivement. Donc voilà où j'étais arrivé. J'ai fait sortir le NA de l'intégrale. Je vous ai présenté les deux solutions. Soit vous voulez avoir la fraction molaire en B, soit en A. Je vais faire les deux cas. Bien, ici, ce sera Z. Z, l'intégrale de dz, c'est Z, entre 0 et Z. Et ici, qu'est-ce que j'observe? Je peux poser 1 moins YA comme étant U, et je vois que DU moins DY, donc j'aurai DU sur U, le signe moins a été absorbé par le DU, et je vais donc avoir une expression toute simple à intégrer qui me donnera ceci. La quantité log népérien de 1 moins Y en Z, moins sur 1 moins y en 0, c'est-à-dire en YA, j'obtiens ça. Si je voulais avoir la même chose en B, ce sera plus simple, puisque si je vais avoir logarithme népérien de YB en Z sur YB1, comme ceci. Maintenant, je vais extraire les profils de consultation, je vais passer à l'exponentielle. Pour avoir l'exponentielle de logarithme de cet argument, ça me donnera l'argument, et j'extrais mes fractions molaires YA de Z et YB de Z. YA de Z et YB de Z que je vais tracer dans la diapositive suivante. Donc je vais maintenant reporter ces résultats dans la diapo suivante, juste en transposant au second membre YA pour avoir plus YA, et je transpose tout le second membre au premier pour avoir ceci. Voilà ce que je veux faire. Voilà le résultat auquel je veux aboutir. Je vais commencer par YB parce qu'il est plus simple à représenter. Alors le voici. Je vais tracer le profil. C'est une exponentielle croissante qui, comme on l'a dit, au niveau de l'interface, la concentration en B est égale à 0, puisqu'aucune molécule n'arrive à franchir cette interface, donc je démarre de ça. Et comme c'est une exponentielle croissante, ça va faire ceci. Je vais maintenant aller représenter le deuxième profil, sachant que n'oublions pas que Y1 plus YA plus YB égale à 1 partout dans le tube, dans le film, partout, je vais avoir ça. Je vous l'ai dit au début, rappelez-vous, j'ai supposé que mon flux gazeux, qui est soufflé en tête de tube, n'est pas suffisant pour pouvoir disperser A, les vapeurs de A, les vapeurs de benzène, qui se sont évaporées. Si bien que ici,
il subsiste des traces que je ne peux négliger. Et en fait, dans le tube de Stéphane, on supposera qu'évidemment, l'air est soufflé avec un débit assez important pour pouvoir disperser totalement A et prendre une concentration ici nulle, négligeable. Donc dans mon cas, voilà ce que j'ai pris. Ceci, donc vous l'avez compris, à l'extrémité du tube, je n'ai pas totalement évacué mes vapeurs de benzène, ou alors l'air est soufflé avec une certaine quantité de benzène. Bien, la question qui est posée, c'est la suivante. Pour que je puisse déterminer les profils de concentration, il me faut de prime abord connaître NA, chose que je n'ai pas encore faite. Alors pour pouvoir tracer ces profils, en toute rigueur, il aurait fallu que j'ai NA. Alors comment se fait-il que je n'ai pas eu NA et que j'ai réussi à tracer ça? Ça va être démontré bientôt, mais auparavant, exprimons, sachant tout ceci, donc sachant que ceci n'est pas tellement possible, je ne puis tracer les profils de concentration si je n'ai pas encore NA, la densité de flux molaire de l'espace diffusante A, mais je vais mettre ça de côté pour l'instant et je vais aller déterminer la densité de flux molaire de A. Donc je rappelle, voilà qu'est-ce que j'ai trouvé. Et je me rends compte pour trouver NA, j'ai une grande inconnue qui est YAZ ici ou bien YBZ. Ce sont deux inconnues. Alors pour ne pas avoir ce genre de problème, ce que je vais faire c'est qu'au lieu d'intégrer de 0 à Z, je vais intégrer de Z égale à 0 là où je connais la concentration, YA1, jusqu'à Z égale à L, là où je connais mes conditions en limite sont connues. Donc je vais intégrer, regardez bien, je vais changer la couleur des bornes comme ceci. Je vais les changer et je vais intégrer non pas de Y, de Z égale à 0 jusqu'à un Z quelconque, mais de Z égale à 0 jusqu'à Z égale à L. Et donc en Z égale à L, j'ai YA2 ou bien YB2 si je raisonne sur YB. Si bien que voici la densité de flux molaire, comment est-ce qu'elle est donnée? Tantôt avec les fractions molaires de l'espèce diffusante, tantôt avec les fractions molaires de l'espèce inerte. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant aller répondre à la question que j'ai posée dans la diapo d'avant. Est-ce qu'il est possible de trouver un profil de concentration sans NA, pour pouvoir le tracer? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, quand j'étais ici, de pouvoir commencer par la première question, déterminer un profil de concentration sans avoir déterminé NA? Alors, reproduisons les résultats auxquels nous avons abouti, les voici, pour l'espèce par exemple A. NA, le voici, et le profil de concentration, le voilà. Bien, alors, tirons d'ici NA sur CDAB. De la première équation, tirons NA sur CDAB. Et de la deuxième, je réécris mon profil de concentration. Maintenant, j'ai ceci. J'ai 1 sur L au second membre, log de un argument. Je pourrais dire que ça va être égal l'argument, log de l'argument à la puissance L. C'est écrit comme ceci. Maintenant, j'ai NA sur CDAB qui est là et qui est là également. Je vais remettre log de 1 moins YA2 sur 1 moins YA1 à la puissance 1 sur L. Je vais le mettre ici, comme ceci. Donc voilà, ça me donne quoi? Avant-dernière étape, comme d'habitude, j'ai log d'une fonction à la puissance x fois z. Je peux dire que ça va être égal à, quand je fais monter la puissance, z sur L. À z sur L. Et voilà, dernière étape, j'ai l'exponentielle du logarithme d'un argument. L'exponentielle du logarithme d'un argument. Par conséquent, l'exponentielle d'un logarithme d'un argument, c'est l'argument. Je viens de trouver mon profil de concentration sans NA, ni C, ni DAB. Le voici. Et évidemment, sachant que YA plus YB égale à 1 moins YA, ça me fait YB, 1 moins YA1, ça me fait YB1, et 1 moins YA2, ça me fait YB2. Je trouve également la même chose pour le profil de concentration de l'espèce non diffusante B. Voilà. Alors, on va pousser un peu plus loin. Mais d'abord, voyons quelles sont les possibilités qui me sont offertes pour présenter l'expression de la densité de flux. Je voulais présenter en fonction de la fraction molaire,
en fonction de la fraction molaire, on va voir que puisque notre gaz est idéal, j'ai pris le modèle du gaz parfait, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de la concentration molaire, de la pression partielle, etc. Donc je regroupe un peu les résultats auxquels j'ai abouti, les voici. Je rappelle que nous avons donc un gaz que nous avons supposé obéir à l'équation d'état des gaz parfaits, c'est-à-dire nous avons affaire à un gaz idéal. D'ailleurs, entre parenthèses, rappelez-vous ce que j'avais dit à l'occasion des coefficients de diffusion. Pour les gaz, il y a le modèle parfait, c'est celui des gaz parfaits. Pour les liquides, justement, il n'y a pas ce modèle, il n'y a pas de liquide parfait. C'est toute la différence et toute la difficulté réside là. Il n'y a pas un modèle qu'on pourrait dire parfait pour les liquides. Bien, donc je disais, je rappelle, C, la concentration molaire de mélange, c'est P sur RT. C'est aussi, rappelez-vous aussi, hein, C, c'est ρ sur M, la concentration massique de mélange sur la masse molaire de mélange. Donc, et je rappelle aussi la concentration molaire, Ca, c'est Pa sur RT. Donc je pourrais réécrire Na en fonction de la concentration molaire et en fonction de la pression partielle comme ceci. Alors maintenant, quand j'observe attentivement les expressions de Na, je vois y apparaître un logarithme népérien. Et vous savez que d'habitude, les ingénieurs, les masters et les licences sont un peu allergiques à cette fonction. Ils en auraient tellement voulu avoir une fonction beaucoup plus sympathique, telle qu'une différence de concentration, c'est-à-dire une force motrice, au lieu d'avoir un logarithme népérien. Puisqu'on va essayer d'établir à travers la diapo suivante, nous allons définir une moyenne, qu'on appelle la moyenne logarithmique, que vous reverrez à l'occasion du transfert thermique. Elle s'exprime comme ceci. Quand je vous dirai déterminez-moi la moyenne logarithmique de, par exemple, YB, donc vous écrirez YB ml, ml pour moyenne logarithmique, ce serait la quantité finale moins la quantité initiale sur le logarithme de la quantité finale rapportée à la quantité initiale. Voici comment est-ce qu'on définit très rapidement la moyenne logarithmique. Alors on connaît la moyenne arithmétique, voici une seconde moyenne, c'est la moyenne logarithmique que je vais détailler dans quelques peu. Alors, de la même manière, alors pourquoi j'ai défini en fait cette moyenne logarithmique? Parce que j'observe qu'au dénominateur, il y a logarithme de YB2 sur YB1, qui est présent dans l'expression de la densité de flux exprimée en fonction de la fraction molaire YB. Je remarque qu'il y a ça. Par conséquent, le logarithme YB2 sur YB1, ça va être égal à delta YB rapporté à YBML. Donc j'écrirai comme ceci. Delta YB rapporté à YBML. Ben, si on nous demandait, déterminez-nous la moyenne logarithmique de 1 moins YA. Donc ça va être 1 moins YA final, c'est-à-dire 1 moins YA2 moins 1 moins YA1 sur logarithme de 1 moins YA2 sur 1 moins YA1. Le 1 et le 1 se simplifient, il y a un signe moins. Moins, ça me donne plus. J'aurai donc YA1 moins YA2. Je vais enlever tout ceci et remplacer par ça, comme ceci. Par conséquent, je peux aussi fournir une seconde expression de Na, comme ceci, qui sera en fonction, cette fois-ci, d'une autre force motrice, c'est delta YA. C'est-à-dire delta YA1 moins delta YA1 moins YA2. On a presque fini cette partie de la diffusion d'un actif à travers un inerte. Je vais maintenant aller un peu expliquer, je ne vous ai pas racheté l'expression de la moyenne logarithmique. Je voudrais quand même qu'on dise deux mots à propos de cette moyenne logarithmique. Quelle est son origine? Comment se fait-il qu'on l'ait définie de cette manière-là? C'est ce qui va venir dans la prochaine diapositive. Alors déterminons un peu quelle est l'origine de cette moyenne logarithmique. Reprenons-la pour par exemple YBML. Là, voici son expression. Et réécrivons le profil de concentration de l'espèce B, comme ceci. Donc voici le profil auquel j'ai abouti.
le profil de concentration de l'espace B auquel j'ai abouti. Maintenant, je voudrais avoir la moyenne de YB sur toute la longueur. La moyenne de YB sur toute la longueur. La moyenne, c'est une intégrale de YB sur toute la longueur. Donc ce sera 1 sur L, intégrale de YB dz. 1 sur L, intégrale de YB dz entre 0 égale à L, entre z égale à 0 jusqu'à z égale à L. Remplaçons à présent YB par son expression. C'est YB1 fois ce rapport à la puissance ZL. Ça me donne ceci. Maintenant, regardez bien les couleurs que je vous ai mis en évidence. Je vais poser U, c'est Z sur L, Z sur L. DU par conséquent sera égal à quoi? Si U, c'est Z sur L, DU, ce sera égal à DZ sur L, DZ sur L. Donc regardez ce qui va s'opérer dans les bornes, la borne aussi. Si j'intègre de z égale à L jusqu'à de z égale à 0 jusqu'à z égale à L, si je prends U, ça sera toujours de U égale à 0 jusqu'à U égale à L sur L, c'est-à-dire 1. Voici tout ce que je viens de dire. Donc je pose U, c'est Z sur L. DU, c'est DZ sur L. Donc il a disparu d'ici. Et je change la borne. Eh bien, cette intégrale me donne ce résultat. Je vous ai mis à droite la démonstration. Je pose A, c'est YB2 sur YB1, et je fais mon intégrale. Voici le changement de variable. J'intègre. À la fin, après intégration, pardon, j'aboutis à ce résultat. Y, c'est égal à la puissance 1, c'est-à-dire YB2 sur YB1, moins 1 sur logarithme de A, c'est-à-dire logarithme de YB2 sur YB1. Comme il y a au dénominateur YB1, n'oublions pas qu'il y a, ce qu'il est, YB1 au numérateur. Donc il va y avoir une simplification. J'aurai effectivement YB2 moins YB1 sur log de YB2 sur YB1. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette moyenne logarithmique? Ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne de YB sur toute l'étendue du tube, sur toute la longueur du tube, sur toute sa longueur. Voilà, il me reste à présent à présenter DAB en fonction de la force motrice dans les trois cas, c'est-à-dire en fonction de la force motrice, c'est-à-dire la fraction molaire, la concentration molaire et la pression partielle. Je vais faire ça dans la prochaine diapositive, la 136. Donc je rappelle à quoi j'avais abouti. Donc remplaçons le logarithme par la différence rapportée à la moyenne logarithmique de 1 moins YA, ou bien de de 1 moins C ml, ou bien 1 moins P ml, CA ml, PA ml. Ça me donne ceci. Une fois que je fais tout ce travail, ça me donne ceci. J'ai l'expression de ma densité de flux molaire de A en fonction de delta YA, de delta CA et de delta PA, et je ne vois plus apparaître la fonction logarithmique. Le log népérien a disparu au profit d'une moyenne logarithmique. Dernière étape, j'avais défini quand j'ai fait mon cours, mon premier cours, j'avais défini un coefficient de transfert de masse. Un coefficient de transfert de masse. Eh bien, je vais le reprendre rapidement par identification. Je vous rappelle déjà cette loi phénoménologique. Elle disait que la densité de flux, c'était un coefficient fois une force motrice. C'était un coefficient fois une force motrice. Eh bien, là, je la vois, la force motrice. Elle s'exprime comme étant une différence de fraction molaire, une différence de concentration molaire et une différence de pression partielle. Par conséquent, tout ce bloc, tout celui-ci et celui-là, constituera mon coefficient de transfert de masse d'un point de vue fraction molaire
concentration molaire ou pression partielle. Voilà. Il me faut maintenant répondre à une dernière question. Comment calcule-t-on YA1 et YA2, par exemple? Déterminez-moi la méthode pour pouvoir mener à bien ce calcul, c'est-à-dire comment fait-on pour trouver la densité de flux molaire. Il me faut en toute logique avoir YA1 et YA2. Comment fait-on pour déterminer YA1 et YB? C'est ce que je vais vous présenter dans la dernière diapositive. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Déterminons YA1 d'abord. Alors YA1, quand je reprends mes conditions limites, YA1 correspond à Z égale à 0. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la concentration, c'est la fraction molaire à l'interface. À l'interface. Eh bien, au niveau de l'interface, c'est-à-dire en Z égale à 0, la concentration en A, exprimée dans ce cas en fonction de la fraction molaire YA1, elle correspond en fait à la phase gazeuse en équilibre avec le liquide. Ça correspond à la phase gazeuse en équilibre avec le liquide. Si bien qu'en appliquant la loi d'Henry, j'arrive à ça. C'est la pression de vapeur saturante rapportée à la pression totale. C'est la pression de vapeur saturante de l'espèce A rapportée à la pression totale. Voilà pour ce qui est de YK1, c'est-à-dire en Z égale à 0. En Z égale à 0. Et c'est comme ça qu'on procédera. Vous verrez que je reprendrai exactement la même chose pour quand je ferai la géométrie sphérique. Il s'agira d'une bille de naphtalène qui va subir une sublimation. Et vous verrez pour trouver la concentration à l'interface, je vais dire que ce sera la pression de vapeur saturante du naphtalène par rapport à la pression totale. Mais maintenant, à l'extrémité, c'est-à-dire au niveau de l'embout, à l'extrémité ici, là où l'air est soufflé, bien, YA2, j'ai appliqué une simple loi de Dalton. YA2, c'est égal à la pression partielle de A en Z égale à L, divisé par la pression totale. Évidemment, ça c'est dans le cas où il y a toujours des traces de A en quantité non négligeable. Sinon, dans le tube de Stéphane, comme je vous l'ai dit au début, dans le tube de Stéphane, nous faisons tout pour que la concentration au niveau de l'extrémité soit négligeable, pour que les résultats soient très simples. Bien voilà, je vous ai présenté aujourd'hui une première application. Il s'agit de la diffusion unimoléculaire, c'est-à-dire qu'il y a une seule molécule qui va diffuser et que l'autre substance va être inerte. Nous avons compris ce que inerte voulait dire. Ceci voulait dire que, par exemple, quand il y a une interface, l'interface lui est imperméable, si bien que nous pouvons dire que NB, si c'est de l'espace B qu'il s'agit, NB égale à 0. Nous avons montré que les résultats s'exprimaient pour ce qui est de la densité de flux molaire sous forme d'une fonction logarithmique, un logarithme népérien, et nous avons trouvé que les profils de concentration, ils étaient sous forme exponentielle, sous forme d'une puissance. Dans la prochaine application que je vais vous faire, il s'agira d'une contre-diffusion équimoléculaire, et nous verrons qu'à cette occasion, les profils de concentration seront linéaires, et nous expliquerons pourquoi ici les profils de concentration ne le sont pas, qu'est-ce qui a fait que les profils de concentration soient déformés, alors que dans le cas d'une contre-diffusion équimoléculaire, ce sera de belles droites. C'est ce qu'on essaiera de voir à la prochaine séance. Il y a aussi une chose que je vais faire, voilà, ici. Pourquoi ici le profil, il n'est pas linéaire? Pourquoi il y a cette courbure qui est apparue? C'est comme si quelque chose poussait, quelque chose qui poussait les molécules diffusantes, ce qui s'évapore. On va voir ça en temps voulu. Alors, je voudrais aussi, comme je vous l'ai dit, préciser que peut-être à la fin de ce chapitre, je mettrai au point deux diapositives, enfin deux parties, pour mettre au point ce qu'on va appeler, ce que vous avez vu en TD, le tube de Stéphane. Dans le tube de Stéphane, ici, vous rappelez-vous ce que j'avais dit? Pour mon cas, j'ai maintenu la hauteur de la surface libre constante. Je l'ai maintenue constante. C'est comme si il y avait des appoints de benzène pour que l'interface reste constante. Ou alors je prends une cellule d'Arnold. La cellule d'Arnold, je vous l'ai dit, comme je l'ai dit, elle surplombe une grande quantité, si bien que la hauteur peut rester constante. Donc, je vais vous montrer comment ce qu'on va faire pour pouvoir accéder à la détermination du coefficient de diffusion. Et pour cela, on va suivre la cinétique
de descente de la surface libre au cours du temps. La cinétique de descente. Et ça va nous permettre d'accéder à la valeur expérimentale du coefficient de diffusion en phase gazeuse. Rappelez-vous quand j'avais dit que la théorie cinétique permettait de prédire avec une grande précision le coefficient de diffusion des gaz. Pour pouvoir dire qu'il y avait une grande précision, il aurait fallu que je puisse comparer avec une expérimentation. C'est ce que je vais essayer de vous présenter lors de la prochaine séance. Voilà, cette partie est terminée. Donc je vous laisse. Bon courage. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.